Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la communication non violente, que j'ai rebaptisée naturelle et vivante. Et puis un petit mot sur son fondateur, les sources de cette communication. Les sources de cette communication et son fondateur, c'est Marshall Rosenberg, un Américain. Et en fait, cet Américain s'est posé tout jeune, tout petit, dès l'âge de 7-8 ans, deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui restent complètement lumineuses, ouvertes et bienveillantes en situation de conflit, en situation de guerre, alors que moi, se disait-il, je suis pétri de violence. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que pour une couleur de peau, pour une philosophie, ou parfois dans son simple quotidien, on s'entretue. Et toute cette réflexion a amené Marshall Rosenberg à rechercher à l'intérieur de lui qu'est-ce qui faisait qu'il n'arrivait pas à rejoindre cette bienveillance. Et puis, grâce à Carl Rogers, qui a été son professeur et dont il a été l'élève, on peut dire que Carl Rogers a été un peu son père spirituel, Marshall Rosenberg, à un moment donné, s'est dit ce que fait Carl Rogers dans son cabinet thérapeutique, moi je vais le faire dans le monde. Il a quitté ses fonctions de psychologue clinicien dans une clinique psychiatrique avec l'aval de Carl Rogers, et il est arrivé alors dans le monde et il a expérimenté cette façon bienveillante qu'utilisait Carl Rogers dans son cabinet thérapeutique. Et ce qui est très touchant, c'est que Marshall a quitté toute forme d'honneur, toute forme de compétence dans le domaine dans lequel il était, psychiatre, clinicien dans une clinique, et en même temps qu'il n'avait plus d'élan de faire ce travail. Et donc pendant un an, il est devenu chauffeur de taxi. Et dans son taxi, il a expérimenté un processus de bienveillance en 4 points. Et il a réalisé 2 choses. C'est qu'il gagnait un temps fou pour savoir ce qui était vivant chez l'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'il gagnait un temps fou pour ne plus se coller sur le dos les souffrances, les inconforts et les colères de l'autre. Alors, comment fonctionne ce processus en 4 points? On pourrait dire que lorsque quelqu'un vient vers nous et a une réaction violente par rapport à nous, instinctivement, on va répondre de façon violente. Et puis on va réagir, et ça va monter en escalade, et on va réaliser l'autre comme soi, mais qu'on n'aboutit à rien, qu'on n'arrive pas à s'entendre, qu'on n'arrive pas à se parler, et qu'on continue une escalade de violence dans laquelle on se blesse l'un et l'autre. Et donc la première étape que Marshall nous propose de bien regarder, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi lorsque l'autre réagit d'une façon où j'aimerais juste que ça change? Mais forcément, à l'intérieur de moi, c'est la même chose qui va se passer. Quelque part, l'autre est mon miroir, et je vais ressentir des pensées négatives, des jugements, des commentaires. Je vais avoir un diagnostic que je vais poser sur lui. Je ne vais pas avoir envie de le voir, je vais avoir des émotions négatives. Je vais avoir un ensemble de choses qui vont me perturber et bloquer, couper la communication. Et on est bien conscient qu'on peut imaginer que cet ensemble de choses rejoint ce que je pense et rejoint ce que je ressens. Et donc je me retrouve avec une double difficulté. Je me retrouve handicapée dans mes pensées, dévalorisante, jugeante, et je me retrouve handicapée au niveau émotionnel. C'est-à-dire que ce double handicap que je propose de voir comme un petit nuage gris coupe, bloque toute communication bienveillante à l'extérieur et toute communication avec moi. Et donc très vite, en regardant le schéma, on réalise que la première étape en communication non violente va être de pouvoir traduire ceci. Nous allons devenir des traducteurs du cœur. Traduire ceci en un fait, quelque chose qui est observable, comme si j'imaginais que j'avais une caméra vidéo devant mes yeux et que la caméra vidéo ne voit pas un jugement, un commentaire, un diagnostic, elle voit un fait. Il y a une personne devant moi et cette personne, elle a un ton qui fait que j'ai du mal à entendre ce qu'il dit, ou cette personne a élevé le ton qui fait que je suis en difficulté pour lui répondre, par exemple. Donc je vais faire une première observation, essayer d'arriver, tout en sachant bien que je vis à l'intérieur
de moi avec ça. J'ai fait une observation la plus neutre possible, tout haut ou tout bas. Et la deuxième étape alors va être de pouvoir clarifier ce que je ressens. Non seulement je suis en observation, mais également au même moment, je vais donc clarifier mes pensées, mais également clarifier mes émotions, mes sentiments. Et la question sera, mais comment je me sens? Et donc on est dans une première étape de traduction de ce qui se passe à l'intérieur de moi, souvent qu'on appelle le Becchi, traduction en un fait observable et un sentiment. La plupart des êtres humains fonctionnent de cette façon-là. Et quand il y a une émotion un petit peu difficile, elle remonte dans la tête et tente de l'expliquer. Et donc ici, la clé de ce processus, c'est d'entrer dans une transformation du regard, c'est-à-dire est-ce que cette personne qui me parle sur ce ton-là, est-ce que je pourrais imaginer que c'est une personne qui a des sentiments et des besoins, c'est-à-dire est-ce que je peux la voir autrement que comme un ennemi. Et donc là, on se rend compte qu'on a un choix fondamental dans toutes nos relations. Je peux rester et me couper de la vie. Et je peux vivre toute ma vie saucissonnée entre ma tête et mes émotions et ma tête, et croire que le monde fonctionne simplement comme ça. Et donc je vais fonctionner, vivoter, pas heureux, peut-être pas toujours malheureux, mais sans élan, sans ouverture, sans dynamisme et sans création, que toutes mes relations pourraient être différentes que la façon dont je les juge ou que la façon dont je les ressens. Donc non seulement je vous invite à commencer à faire un travail d'observation, ensuite de clarté émotionnelle, et nous verrons que à chaque fois que nous pouvons nommer un sentiment, nous redynamisons l'énergie et l'énergie du cœur qui se remet à circuler dans un sens et dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité qui revient. Maintenant, si j'en reste là, ça veut dire que cette vitalité, j'en ai rien fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'enlever cette coupure et de se dire, mais puisqu'il n'existe pas un langage, une langue qui me permettrait de descendre de l'émotionnel jusque dans l'espace du hara ou l'espace du ventre. Et là, il y a un choix qui va s'opérer pour tout être humain. Est-ce que je reste dans ce que j'appelle un objectif, un intérêt personnel, une procrastination aussi, ou est-ce que je commence à décoder les choses de telle façon que mon émotion peut venir se relier aux besoins? Et c'est le basculement de la CNV. C'est un véritable travail intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a comme un processus alchimique qui se met en place et qui me permet de voir que chaque fois que j'ai une émotion, j'ai le choix de la relier à un besoin. Maintenant, le piège, c'est que le mot besoin, il est fortement utilisé en psychologie. Tu as besoin que je vienne ou j'ai besoin que tu le fasses. Et qu'ici, il s'agira de pouvoir mettre un verbe, mais de pouvoir utiliser le besoin de. Je n'ai pas besoin que tu viennes, mais j'ai besoin d'être aidé. Tu as besoin que je le fasse, tu as besoin d'être aidé. Donc, la clé ici sera de sortir d'un langage qui utilise le mot besoin en termes psychologiques pour revenir à fondamentalement quelque chose de profond que tout être humain a. C'est que nous avons tous des besoins fondamentaux qui ne dépendent pas, écoutez bien, ni de l'autre, ni d'un événement, ni d'un événement, ni d'une action. Mais que ces besoins d'être aidé, d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé, d'exister, sont fondamentaux à tous les êtres humains. Nous les avons tous. Et nous avons la plupart du temps, dans notre langue habituelle, nous nous coupons de ceci. Comme si nous n'avons pas le temps de faire une respiration complète dans laquelle on vient respirer dans ses reins et se réapproprier le langage des besoins et donc faire circuler à nouveau l'énergie dans un sens et dans l'autre. Donc cette notion, cette clarification de besoins, qui va nous mettre en recherche aussi, est fondamentale parce que ça va me permettre
d'enlever mes lunettes sur le monde et de pouvoir me dire que derrière un comportement qui est insupportable que l'autre a, il y a toujours un être vivant avec un sentiment et un besoin. Et j'ai le choix d'être dans le déni de ma responsabilité et de ne pas vouloir voir ça, et plutôt de m'accrocher au comportement de l'autre pour continuer à juger, analyser, interpréter, commenter. Mais j'ai également un autre choix. Et c'est un choix de conscience. C'est-à-dire que je peux aller voir ma part de responsabilité dans le conflit, les émotions qui m'habitent, les relier aux besoins. Et du coup, ça va changer mon regard vis-à-vis de l'autre, parce que si j'ai des sentiments et des besoins profonds derrière ma colère, mais l'autre, il a aussi des sentiments et des besoins profonds. Et ça va nous amener ce basculement. Je dis qu'on est tous à l'intérieur de nous, quelque part, son propre alchimiste. Et ce basculement de conscience va nous permettre non seulement de retrouver l'énergie des besoins profonds liés au verbe, donc l'énergie du mouvement, l'énergie de la création, l'audace de changer notre quotidien, l'audace de changer nos relations, et il va nous permettre ensuite de poser des actions en fonction du besoin. C'est un processus qui s'installe dans l'instant présent. Ça veut dire qu'un besoin s'inscrit dans l'instant présent, amène peut-être un autre besoin, qui amène un autre besoin. Et nous allons apprendre, et particulièrement dans le monde professionnel, à développer des stratégies qui nourrissent les besoins. Et nous parlerons donc de stratégies ou de demandes ou d'actions à mettre en place. On parlera dans ce volet-ci de demandes, de stratégies, d'actions. Mais qu'est-ce que je mets en place pour nourrir mes besoins? Et bien sûr, comme vous le voyez ici, il y a seulement un personnage, mais lorsque je suis en relation avec l'autre, il y a aussi qu'est-ce que je mets en place pour nourrir le besoin de l'autre. Et dans le milieu professionnel, nous allons tenir compte au niveau des stratégies, tant des stratégies qui peuvent nourrir la personne qui est en face de nous, que le collectif aussi. Et non seulement c'est un processus qui vient travailler sur l'auto-empathie à l'intérieur de nous, mais qui va développer une qualité d'empathie vis-à-vis de l'autre, et finalement on va développer au sein des entreprises et dans le milieu du travail une qualité d'empathie qui sera basée sur la clarification des besoins reliés aux demandes. Et nous irons même clarifier les besoins d'une société, d'un groupe, d'une famille, d'une équipe, pour réaliser qu'au-delà des besoins personnels, il y a aussi tous les besoins liés au collectif qui font qu'une entreprise fonctionne ou pas. Donc, comme vous voyez, c'est un processus très simple, qui est facile à comprendre, en 4 étapes. J'observe, je ressens, j'ai besoin, je clarifie mon besoin, je me mets en route, comme je peux le faire pour l'autre, j'observe ce qui se passe chez l'autre, je me relie à son sentiment, à son besoin, et à une stratégie qui peut se mettre en place. Et puis tout notre travail, qui fait que c'est un processus, même s'il est compréhensible très facilement, qui peut être le chemin d'une vie. Parce que lorsque je suis en auto-empathie avec moi-même, en empathie avec l'autre, il y a quelque chose de contagieux. Je réalise au moment où je donne cette qualité de présence à l'autre pour ses besoins, peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai pas les mêmes besoins, peut-être qu'aussi je les ai. Et je réalise surtout cette universalité que nous avons tous les mêmes besoins, peut-être pas au même moment. Et je réalise que dans cette terre-ci, il n'y a plus de conflit. Parce que je peux nourrir le besoin de l'autre, je peux nourrir le mien, je peux attendre, je peux nourrir les deux, mais nous allons développer un ensemble, une dynamique créative de coopération et de partenariat tout à fait indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que cette transformation, ce changement de regard permet véritablement pour toutes nos relations de pouvoir nous engager dans un choix qui est différent du choix habituel, de la langue habituelle qui coupe, qui sépare, qui est une langue binaire, qui est tout sauf inclure les uns et les autres pour partager ensemble et surtout pour développer ensemble de nouveaux outils, de nouvelles propositions, de nouvelles façons d'être au monde. Voilà, c'est un pari. Et je terminerai par cette petite phrase qui est très belle et que j'ai reçue de Marshall Rosenberg qui disait ceci:
soyons le monde que nous voulons voir advenir. Et j'ajoute, c'est un chemin qui n'est pas très long, 20-25 cm, mais qui va de la tête au cœur. Alors c'est un choix. Je vous remercie.